Invité du week-end, bienvenue sur ces plateaux. Nous sommes heureux de recevoir sur notre plateau un nouvel invité. Il s'agit de monsieur Alain Ikala Ngunda. Bonjour Alain. Bonjour monsieur Alfred. Tu vas bien? Très bien. Bon, le week-end on ne s'appelle pas monsieur, madame, vous. Tu connais déjà, hein? Voilà, on se tutoie, c'est le week-end, on est décontracté, on est détendu. Quand je lève chez toi mon frère? Tout va très bien chez moi. Okay. Et vu l'espace que tu nous donnes ici, on ne peut être que bien en tout cas, sur le plan personnel. Donc c'est de l'air du vent. De l'air frais. C'est pour ça que j'aime Environnews. Ah voilà. Merci beaucoup. Non, c'est un plaisir de te recevoir encore une fois de plus. Je sais que je t'avais reçu déjà une fois ici sur le plateau d'Environnews. Ouais. Et on revient aujourd'hui pour essayer de parler environnement parce que tu es un expert et tu fais beaucoup d'analyses sur ces secteurs de la gouvernance, des ressources naturelles, la gouvernance, du secteur foncier, du secteur forestier. Qu'est-ce qui t'inspire souvent lorsque tu es dans ta machine en train de penser? C'est quoi la motivation derrière tout ça? Bon, la motivation, je pense que nous avons tous fait des études, nous avons tous une profession, mais là c'est un peu le rôle de l'intellectuel. Le rôle en fait, de l'intellectuel, c'est d'utiliser sa connaissance, son expérience, au profit de la communauté ou du public afin que le public puisse mieux comprendre les enjeux qui sont autour de lui. Donc c'est un peu ça le rôle de l'intellectuel que je joue. À part le fait d'être juriste, d'avoir une profession, ben, il y a aussi ce rôle-là d'intellectuel qu'on doit faire pour aider la communauté à mieux comprendre les enjeux. Donc c'est vraiment comment dire, un engagement social à mon niveau. Voilà. Ah, ça c'est très bien. Donc chaque semaine au moins tu as une analyse à faire sur un secteur donné, c'est ça? Bon, quand il y en a, quand il y en a pas, j'en fais pas. J'en fais pas chaque semaine, mais quand il y a une problématique et que ça intéresse les gens et que les gens ont envie de savoir un peu plus en détail, ben, là je fais une analyse pour éclairer les gens et pour aussi faire participer, comment dire, aider au débat, parce que pour que le débat soit moins passionnel, plus technique, donc je participe un peu à ça. Et quels sont les critères de choix de tes sujets? Est-ce que tu as des préférences sur les sujets sur lesquels tu fais des analyses, ou c'est tout simplement lorsqu'il y a un fait qui se présente, tu sautes dessus? Bon, d'abord mes analyses portent donc sur le secteur des ressources naturelles, souvent minier, et dans le secteur forestier et environnemental. Donc là, je peux... Non, mais une fois, tu as aussi fait une analyse sur les transports en commun. Oui, mais le transport en commun, c'était sur l'environnement, parce que il y a des émissions de CO2 dans les voitures qui passent ici. Donc il fallait... donc c'est toujours dans le secteur de l'environnement, même si c'est dans le secteur du transport. Le secteur de l'environnement est très transversal. Donc je le fais par rapport surtout à des problématiques, par exemple la santé, mais aussi sur les faits d'actualité, par exemple sur le secteur forestier que j'ai fait dernièrement. Ça, c'est sur un fait d'actualité d'un secteur, donc ça dépend vraiment. On va y revenir parce que tu as parlé de l'effondrement du secteur forestier en RDC, mais ça, on va y arriver pour essayer un peu de comprendre c'est quoi les problèmes, d'où vient le problème et quelles sont les pistes de solutions. J'ai lu ton analyse qui était vraiment très pertinente, mais ce n'est pas encore le moment d'en parler. Alors Alain, ça va faire bientôt une année que le gouvernement Sama Lukonde a été investi. Parce que tu fais des analyses dans les domaines de l'environnement, beaucoup plus. Quelle est ta lecture des faits de ces secteurs de l'environnement presque une année après? Bon, dans ce secteur de l'environnement, je vais subdiviser le secteur de l'environnement. Il y a le secteur de l'environnement humain et il y a le secteur forestier. Sur les bonnes choses qui se sont passées durant cette première année, c'est surtout les engagements internationaux qui ont été pris vis-à-vis de la RDC. Je pense qu'après la réunion qu'il y a eu à la COP à Glasgow, il y a eu beaucoup d'engagements des pays, des partenaires internationaux qui se sont engagés à coups de milliards de dollars et de centaines de millions de dollars pour aider la RDC à diminuer son taux de perte du couvert forestier. Donc ça, c'est un engagement vraiment important. Ça signifie que nous commençons de plus en plus à tenir notre rôle sur le plan international par rapport à l'immensité de notre forêt. Mais bon, le mauvais côté pour moi, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements aussi dans le secteur de l'environnement. Pourquoi? Sur le plan plus objectif. Nous avons une loi sur l'environnement depuis 2011. Cette loi souffre de mesures d'application parce que l'environnement, c'est des normes. Par exemple,
les sociétés aujourd'hui payent la taxe de pollution, mais il n'y a pas encore les normes de pollution. Donc il y a, je pense qu'il y a... Mais sur base de quoi on soutire cette taxe-là? Parce que s'il n'y a pas de normes, comment on peut facturer, comment on peut évaluer les degrés de pollution, d'autant plus qu'il n'y a pas de normes pour les facturer? C'est pour ça que moi, j'ai écrit il y a environ 2 ans que la taxe de pollution est taxée illégalement aux entreprises. Parce que je vous donne un exemple aujourd'hui. On taxe quelqu'un parce que sa machine fait du bruit. Mais le bruit, il y a des normes à fixer. Au-delà de tels décibels, c'est une pollution. En bas de tels décibels, ce n'est pas une pollution. Au-delà de tels décibels, si c'est une pollution, c'est là que vous payez la taxe de pollution. Parce que vous avez effectivement pollué. Mais il faut maintenant que quelqu'un fixe les normes. Quelles sont les normes? C'est au-delà de quels décibels que l'on constate qu'il y a eu pollution. Tant que ces normes ne sont pas fixées, on ne peut pas dire qu'il y a pollution. Aujourd'hui, ces normes ne sont pas fixées, mais les entreprises payent la taxe de pollution. Mais pourquoi ces normes ne sont pas fixées? Et c'est là la question que je me pose. Et c'est l'une des faiblesses qu'il y a eu, parce que ça fait une année qu'on a le gouvernement Lokodesamba et on n'a toujours pas les normes de pollution dans le secteur forestier, dans le secteur minier et dans tous les autres secteurs. Et je trouve ça quand même aberrant qu'on ait une loi sur l'environnement depuis 2011, mais on n'a pas encore les normes de pollution et qu'on taxe les entreprises. Donc 10 ans après, presque, donc 11 ans après. Oui, on n'a toujours pas de normes de mesures d'application, et surtout on n'a pas fixé les normes de pollution dans l'air, dans l'eau. Donc pour moi ça c'est un problème. Si je comprends bien, même le fait que les rivières Kassai et Chikapa soient polluées, l'État congolais n'a pas la possibilité de contraindre l'entreprise Katoka pour indemniser, parce que sur base de quelles normes on peut alors déclarer qu'on a pollué? Je ne sais pas, ça c'est mon point de vue personnel. Hein. Oui, justement, aujourd'hui les gens payent la taxe de pollution de manière forfaitaire. Donc pour dire que telle personne a pollué une rivière, il faut fixer les normes et faire des mesures pour savoir s'il a dépassé les normes. S'il a dépassé les normes, dans ce cas-là, il paye la taxe de pollution ou même une amende. Mais s'il n'y a pas de normes, vous le faites de manière arbitraire. Donc il y a risque, oui, que les avocats de cette société disent qu'il faut nous prouver sur le plan juridique et technique que nous avons effectivement pollué. Mais pour ça, il faut avoir des normes. Si vous n'avez pas de normes, vous ne pouvez pas faire ce travail technique. Ah, c'est très compliqué. Mais lorsque le gouvernement est sorti, on a ramené le ministère de l'Environnement au rang de la vice-primature. Beaucoup de gens avaient trouvé que c'était vraiment quelque chose de très important que les chefs de l'État aient fait, le fait de ramener le ministère de l'Environnement au rang de la vice-primature. Est-ce qu'aujourd'hui on peut penser que quelque chose a changé? Moi, je ne crois pas, je suis un technicien, hein. Je ne crois pas à la forme, je crois au fond. On peut mettre le ministère de l'Environnement, un simple ministère ou vice-primature, cela ne change pas le fond. Je vous souviendrai qu'on a eu la loi sur l'environnement, le ministère n'était pas une vice-primature. On a eu la loi sur la conservation, le ministère n'était pas une vice-primature. On a eu la conversion des anciens titres forestiers. Donc le ministère de l'Environnement n'était pas une vice-primature. Donc ce qui compte, ce n'est pas l'emballage, c'est le contenu. Et aujourd'hui, justement, je trouve que sur certaines choses, on n'est pas allé assez loin. Je trouve anormal que 10 ans après, la loi sur l'environnement souffre encore des mesures d'application, que la loi sur la conservation souffre encore des mesures d'application. Comment on peut parler justement de la conservation de la nature quand la loi sur la conservation de la nature, il y a moins de 20% des mesures d'application qui sont prises. Donc c'est anormal. Et de quelle manière justement vous évaluez l'action de la vice-primature aujourd'hui? Est-ce qu'elle est efficace? D'abord, il faut comprendre l'environnement. Le but du ministère de l'Environnement, c'est de mettre un cadre pour permettre l'amélioration du cadre de vie de l'environnement. C'est ça le but du ministère de l'Environnement. Beaucoup de gens pensent que le ministère de l'Environnement, le but, c'est de faire des recettes. Non, le but du ministère de l'Environnement, c'est d'améliorer l'environnement. Donc s'il faut l'évaluer, il faut l'évaluer par rapport à l'amélioration de l'environnement. Alors est-ce que notre environnement est aujourd'hui amélioré? Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment sur même la pollution, vous le voyez avec le plastique, la pollution, vous le voyez avec les voitures, et le taux de déforestation qui est à plus de 1 million d'hectares par année en moyenne, la perte du couvert forestier. Donc si on analyse sur ces critères-là, on peut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, parce que les normes de pollution ne sont pas prises.
on n'a pas un plan national de lutte contre la déforestation et les mesures d'application de la plupart des lois environnementales, notamment la loi sur l'environnement et la loi sur la conservation, les mesures d'application, 90% des mesures d'application ne sont toujours pas prises. Donc je peux dire qu'objectivement, il y a encore du travail à faire. Parce que vous l'avez dit en introduction, il y a eu beaucoup d'engagements au niveau de la COP 26. Le gouvernement congolais s'était engagé à faire ceci, faire cela. La communauté internationale également s'était engagée à faire ceci, faire cela. À ce niveau, qu'est-ce que la vice-primature ou les gouvernements congolais de manière générale doivent faire pour capitaliser tous ces engagements? Oui. Parce qu'apparemment, rien n'a bougé depuis la COP 26 jusqu'à maintenant. Les choses ne semblent pas marcher. Oui. L'un des facteurs, l'une des réussites de ce gouvernement, c'est justement d'avoir permis à la RDC de prendre sa place au niveau international. Il y a eu des promesses en milliards de dollars et en centaines de millions de dollars. Maintenant, ces promesses sont liées à la diminution de la perte du couvert forestier. On a dit à la RDC, on va vous promettre 1,5 milliard de dollars, mais le projet va consister à diminuer la perte du couvert forestier. Qu'est-ce que ça signifie? Que quand les partenaires vous promettent ceci, ce que vous devez maintenant leur opposer, c'est un plan. Puisque plusieurs gouvernements de nos partenaires internationaux nous ont promis 1,5 milliard de dollars, je crois, il faut qu'on ait un plan de lutte contre la déforestation pour pouvoir justement absorber cette manne. Mais si on n'a pas de plan de lutte contre la déforestation, pourquoi ils nous donneraient cet argent? Ils ne vont pas donner cet argent pour nos beaux yeux. Il faut leur présenter un plan. C'est pour ça que je plaide, depuis la fin de la COP à Glasgow, qu'ils puissent avoir un plan national de lutte contre la déforestation pour soutenir notamment la formation. Pas que vous le savez, aujourd'hui, la déforestation, c'est l'agriculture sur brûlis et le charbon de bois. Il faut soutenir les alternatives au charbon de bois. Concernant l'agriculture sur brûlis, il faut aider nos paysans à adopter un nouveau mode de production que l'agriculture sur brûlis, par exemple l'agroforesterie. Donc il faut faire un plan national comme ça, et qui serait un plan national de 1,5 milliard de dollars qui pourrait absorber cet argent. Mais tant qu'on n'a pas ce plan national, les gens nous ont promis, mais puisqu'on n'a rien à présenter. Mais qui doit faire ce plan? C'est le ministère de l'Environnement qui doit être normalement, dans la vice-primature de l'Environnement, qui doit être le lead par rapport à ça, qui doit présenter ce plan national de lutte contre la déforestation qui permettrait d'absorber justement cette manne financière qui a été promise par nos partenaires internationaux. Ok, mais malheureusement, apparemment, les choses n'ont pas marché de ce côté-là. Les plans n'est pas toujours là. Bon, on essaie un peu de naviguer à vue, tout en croyant que l'argent va tomber comme une manne, comme tu l'appelles, c'est une manne. Bon oui, c'est une manne, mais bon, ça ne tombera pas si on n'a pas de plan. Donc il faut avoir un plan parce que les partenaires internationaux ne vont pas nous donner l'argent pour qu'on l'utilise pour autre chose. Le but de cet argent, c'est de lutter notamment contre la perte du couvert forestier. Donc il faut avoir un plan à présenter pour dire, voilà, vous avez promis, voilà notre plan, voilà comment on va l'exécuter. Donc s'il n'y a pas ce plan, c'est comme quand tu promets à quelqu'un, je vais te donner de l'argent pour construire ta maison. Cette personne devrait normalement se dire, bon, comme il m'a promis de construire ma maison, je lui emmène le plan de la maison. Ouais. Mais si la personne ne t'amène même pas un plan, il te dit, donne-moi d'abord l'argent, qu'est-ce que tu vas lui dire? Amène-moi d'abord le plan de ta maison. Exactement. C'est ce plan de la maison que nous devons préparer pour essayer de recevoir cet argent. Exact. Mais déjà, dans tes articles que tu publies souvent, tu essaies d'analyser les secteurs, la gouvernance justement du secteur forestier, la gouvernance du secteur des ressources naturelles de manière générale. Quelle est la cartographie que tu fais aujourd'hui de la dynamique du changement qui doit être installée par rapport à une bonne gouvernance de ces secteurs des ressources naturelles? Le secteur des ressources naturelles, c'est très grand. On parle des hydrocarbures, des mines et du secteur forestier. Ça, les ressources naturelles. Ça nous prendrait plusieurs émissions. Mais je dirais en gros que dans le secteur minier, il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait. Je compte notamment féliciter le ministre des Mines pour avoir justement pris l'arrêté interministériel sur la dotation des 0,3% de la dotation minière qui va beaucoup aider les communautés. C'est une très grande avancée. Il y a aussi dans le secteur minier une meilleure transparence aujourd'hui. Il faut le dire, il y a une meilleure transparence dans le secteur minier. Il y a vraiment eu, depuis qu'on a ce nouveau chef d'État, on peut dire que oui, sur le plan du secteur minier, il y a eu beaucoup d'avancées. Il reste encore à faire, mais il y a quand même eu beaucoup d'avancées, surtout par rapport à la transparence. Tandis que dans le secteur forestier, là, il se pose encore des grands problèmes, parce que le secteur forestier, c'est l'exploitation industrielle et artisanale.
L'exploitation artisanale, je ne vous cache pas, ça se fait de manière complètement anarchique. On n'arrive même pas à identifier les exploitants. Donc comme on n'arrive pas à les identifier, on ne peut même pas faire le suivi de la production. Donc c'est un secteur qui est plus ou moins anarchique. Et vous avez vu dans mon dernier article, j'ai même suggéré que ce soit les coordonnateurs de l'environnement qui donnent les permis de coupe artisanaux, que ce ne soit plus les gouverneurs. Ouais. Oui, parce que les gouverneurs, on leur paye de l'argent, ils ne donnent même pas les permis. Donc les gens coupent là où ils veulent, dans les quantités qu'ils veulent, c'est vraiment l'anarchie. Je pense que la vice-primature devrait reprendre cette compétence en main et le donner aux coordonnateurs pour qu'on puisse avoir un meilleur contrôle. Et dans le secteur industriel, comme je l'ai écrit dans mon article, nous sommes carrément en phase d'effondrement parce que nous allons connaître les chiffres de 2021 qui seront à moins de 200 000 mètres cubes pour 10 millions d'hectares octroyés. Et cette année, on ne donne même pas les permis de coupe. Donc, ça sera justement, j'ai rebondi directement sur cet effondrement, parce que vous l'avez évoqué, vous avez détaillé vous avez donné beaucoup d'informations dans votre article où vous dénoncez justement cette manière de faire qui ne fait peut-être pas avancer la situation ou la production au niveau des industriels du bois. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut penser que la vice-première ministre, Mme Eve Bazaïba, a raison de bloquer la machine? Je ne sais pas si elle bloque la machine. Si, la machine est bloquée. Parce que c'est depuis le mois de septembre que les entreprises ont demandé leur permis de coupe. Elles devraient normalement recevoir ces permis de coupe au plus tard le 31 décembre. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mars. Rien n'avance. C'est un blocage. Tout simplement, il n'y a pas un autre mot qu'il faut utiliser. C'est un blocage. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a des gens qui ont signé des contrats de concession forestière. On les a concédé des espaces pour couper. Il y a des entreprises qui ont des plans d'aménagement, il y a des entreprises qui ont des plans de gestion, il y a des entreprises qui ont déposé leur demande de permis de coupe annuel au bon moment et jusqu'à présent, ils n'ont pas eu leur permis. Oui, le secteur forestier industriel aujourd'hui est bloqué. Et ce qui est dramatique, c'est que les gens doivent comprendre, c'est que les conséquences, c'est quoi? Quand vous ne donnez pas les permis de coupe, c'est qu'une société ne peut plus exploiter, ne peut plus couper du bois d'œuvre. S'il ne peut plus couper du bois d'œuvre, non seulement l'État ne respecte pas son contrat, parce qu'il y a un contrat de concession forestière qui donne ce droit aux exploitants, et on ne peut retirer ce droit que si l'exploitant fait une faute. Donc si l'exploitant n'a pas fait une faute et qu'il n'a pas son permis, donc c'est un bris de contrat, l'État peut être poursuivi, ce qui est dangereux, on n'a pas besoin que l'État soit poursuivi. Aujourd'hui, vos téléspectateurs doivent comprendre aussi qu'à chaque fois qu'on coupe le bois d'œuvre, il y a une partie du montant qui doit être reversée aux communautés locales pour réaliser les clauses sociales des cahiers des charges. Ouais. Si on n'a pas de permis, on ne coupe pas, donc les clauses sociales ne sont pas réalisées. Et aussi, il faut comprendre il y a aussi des taxes qui sont payées, qui alimentent les caisses de l'État. Oui, par exemple, le fonds forestier. Le fonds forestier prend la taxe de déboisement à partir du bois d'œuvre. Donc s'il n'y a pas d'exploitation, le fonds forestier s'écroule aussi. Il y a plusieurs autres facteurs, donc il y a les communautés, il y a le fonds forestier qui n'aura plus d'argent, et il y a même le risque que l'État soit poursuivi parce que l'exploitant va dire « je n'ai rien fait d'illégal, j'ai respecté la loi, mais on ne m'a pas donné mon permis ». Et surtout qu'il y a un préjudice par rapport à l'exploitation, parce que vos téléspectateurs doivent comprendre comment fonctionne l'exploitation industrielle. Exact. Il n'y a pas un stock de bois que l'exploitant garde quelque part, il attend des vendeurs. Ça ne fonctionne pas comme ça. Okay. Ce qui se passe dans le secteur forestier industriel, c'est que toi, tu veux du bois. Moi, j'ai une concession. On s'entend sur la quantité de bois que tu veux. Par exemple, tu veux de la framboisière, tu veux 5000 mètres cubes. On fait une lettre de crédit à la banque. Et on s'entend que je dois fournir la framboisière à telle date au port. Et c'est là que la lettre de crédit, la banque me donne l'argent. Donc moi, en tant qu'exploitant, je dois préfinancer. Donc quand je signe, je préfinance l'exploitant. Et la personne, toi, l'acheteur, tu attends que ça arrive à Matadi à telle date. À partir de telle date, si ça n'arrive pas, moi j'ai des pénalités. Ah bon? Ah oui, j'ai des pénalités parce que, écoutez, moi je me suis engagé, moi je me suis engagé envers toi d'avoir le bois à telle date, à tel endroit. Si je n'arrive pas à tel endroit, chaque jour, il y a des pénalités. Donc, le fait de ne pas avoir... et en plus de cela, dans l'hémisphère nord de l'équateur, l'exploitation se fait dans la saison sèche. Là-bas, c'est la saison sèche. L'exploitation se fait mieux à cette période-là. Donc, l'exploitation se réalise mieux entre janvier et mai.
Ok. Si, durant cette période, il n'y a pas d'exploitation, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas d'exploitation du tout durant la saison. Oh là là. Donc, nous sommes au mois de mars, il nous reste quelques mois, en deux fait ou trois 2 mois. mois maximum pour couper. Donc, si on n'a pas les permis aujourd'hui, on les a dans un mois, la saison est perdue. Et l'année passée, on a fait moins de 200 000 m3. Je pense que cette année, vu qu'on n'a pas les permis au mois de mars et qu'il reste très peu de temps par rapport à la saison pour couper, je pense que le secteur forestier est justement, comme je l'ai dit dans mon article, en phase d'effondrement. Mais quand vous dites la saison pour couper, c'est en rapport avec quoi? C'est parce qu'il y a des pluies qui empêchent Oui, peut-être de couper? parce que vous devez comprendre que, comment dire, il y a des endroits où, quand il y a la pluie, ça se transforme carrément en marécage. Ouais. Il y a des routes qui sont mal entretenues ou qui sont difficilement, on peut difficilement les entretenir durant la saison des pluies. Donc les exploitants tiennent compte de tout ça pour maximiser leur travail, de leur activité d'exploitation. Et quand maintenant vous les contraignez à couper à la saison des pluies, c'est beaucoup de charges d'exploitation que vous voulez rajouter. Voilà pourquoi les permis doivent être donnés au plus tard le 1er janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mars, les permis ne sont pas donnés. Donc il y aura un risque de préjudice par rapport aux exploitants, par rapport aux fonds forestiers qui ne vont pas recevoir la taxe de reboisement et par rapport aux communautés locales. Donc nous sommes tous en Mais fait... ces préjudices-là peuvent être exploités par les industriels du bois pour attaquer l'État congolais, n'est-ce pas? Parce que je me dis que l'État qui est censé encadrer le secteur ne l'a pas fait. Peut-être encore sans consentement des exploitants, l'État a pris l'engagement d'arrêter la délivrance des permis. Est-ce que les industriels du bois ont le droit de saisir les cours et tribunaux contre l'État congolais? Vous savez, quand vous avez signé un contrat, vous avez donné à quelqu'un le droit d'exploiter et que la personne a respecté la loi et que vous ne lui donnez pas le droit d'exploiter, ben vous faites un bris de contrat. Donc normalement, la personne en responsabilité civile peut vous poursuivre pour le préjudice causé. Donc oui, l'État congolais, via le ministère de l'Environnement, est exposé quant à ce cas. Mais moi, j'espère que les exploitants industriels ne vont pas aller jusque-là et que la vice-primature sera un peu plus ouverte pour ouvrir la discussion. Parce qu'aujourd'hui, dans le secteur industriel, il y a vraiment des problèmes. Là, c'est juste un problème qui vient d'arriver cette année, mais on a un problème structurel en RDC. On a octroyé 10 millions d'hectares aux industriels, mais ils ne produisent que 250 000 m3 maximum. Et l'année passée, ils en ont produit, oui, c'était 225. Et c'est, non, 2020, c'était 225. L'année passée, on était à 160 m3 qu'on va aller, très peu. Donc il faut se poser la question, pourquoi on a autant octroyé des concessions industrielles, 10 millions d'hectares, mais ils exploitent si peu. Et j'ai donné quelques raisons dans l'article que j'ai publié. Mais justement, tu peux les donner aussi à nos téléspectateurs, pourquoi les exploitants ne parviennent pas à utiliser toutes les concessions qui ont été données par le ministère. Il y a d'abord, d'un côté, les responsabilités sont partagées. D'un côté, il y a des exploitants à qui on a donné des concessions et qui n'exploitent pas. Pourtant, la loi dit que dès que vous avez votre contrat, vous avez 18 mois pour exploiter. Et la loi dit aussi que si vous n'avez pas le droit de faire 2 ans sans exploiter, à moins d'une force majeure. Alors, moi, je ne comprends pas comment on peut avoir autant de concessions forestières octroyées et qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui n'exploitent pas. Ça signifie qu'ils immobilisent les concessions. Alors, c'est pour ça que j'avais proposé dans mon article que le ministère de l'Environnement puisse faire un contrôle justement de l'immobilisation pour demander à chaque concessionnaire qui n'exploite pas qui n'a pas exploité durant les 2 dernières années, d'expliquer pourquoi. Et si la personne, on voit que ce n'est pas dû à une force majeure, ben contraindre la personne à céder sa concession à un autre exploitant afin de permettre aux gens Mais on est sous moratoire, non? Ça ne va pas poser des problèmes, le fait de céder? Le moratoire, ça concerne quand l'État octroie. Mais si un concessionnaire décide de faire une cession à un autre concessionnaire, ça ne tombe pas sur le moratoire. Le moratoire, c'est on interdit à l'État d'octroyer. Des nouvelles concessions. Des nouvelles concessions. Et ça, moi d'ailleurs, je suis d'accord sur le moratoire parce qu'on a déjà octroyé 10 millions d'hectares aux exploitants. Ils font moins de 250 000 m3 par année. Donc le problème, ce n'est pas le nombre d'espaces ou d'espaces octroyés.
c'est un problème plus de fond. Ce n'est pas parce qu'on va donner plus de concessions qu'on va avoir plus de production. Parce qu'on a déjà beaucoup de concessions, mais on n'a pas tellement de production. Donc le problème n'est pas dans le nombre de concessions. Donc le problème n'est pas le moratoire. Le problème, c'est pourquoi les gens n'exploitent pas. Et l'une des raisons, c'est notamment l'immobilisation des concessions forestières. Mais il y a trois autres raisons. Si je peux continuer. Oui, bien sûr, vas-y. Oui, il y a trois autres raisons. Et l'autre raison, c'est les charges fiscales. Les charges fiscales dans le secteur forestier ont radicalement augmenté. Pour vous donner un exemple, avant, pour obtenir un permis de coupe, on payait 2500 $. Aujourd'hui, pour un permis de coupe, c'est 2,5 $ l'hectare. Pourtant, dans une assiette annuelle de coupe, donc là où on doit couper, il n'y a pas seulement une zone de production en coupe, hein. Il y a des zones de conservation où on n'a pas le droit de couper, il y a des zones de production où on n'a pas le droit de couper. Et surtout, que sur cet espace, on paye déjà la redevance de superficie sur cet espace. Donc, sur un espace comme ça, je paye déjà la redevance de superficie de 0,5 $ chaque année, mais on veut faire en fait une double imposition. Maintenant, pour avoir le permis, il faut encore que je paye une taxe domaniale sur le même espace. Selon moi, c'est une double imposition qui rajoute en fait les charges fiscales aux entreprises. Donc il y a ce problème-là, à la fois d'immobilisation, des charges fiscales, il y a aussi une concurrence déloyale par rapport à l'exploitation artisanale. L'exploitant artisanal aujourd'hui, il n'a pas de cahier des charges. Il n'est même pas connu par le ministère, donc il n'est même pas suivi. Il n'a pas de plan de gestion. Il vit carrément dans l'informel, mais il coupe le même produit. Donc il a moins de charges d'exploitation. Tandis que l'industriel, il doit tout payer. Donc ses charges d'exploitation augmentent. Mais vous avez le même produit. Qu'est-ce qui se passe sur le marché? C'est une concurrence déloyale parce que lui, là, il a moins de charges. Donc il peut mettre son produit à bas prix et ça préjudicie l'exploitant industriel. Ouais. C'est pour ça qu'il y a cette concurrence déloyale. C'est pour ça que l'accent, selon moi, doit vraiment être mis dans l'exploitation artisanale. Parce que l'exploitation artisanale, on parle même aujourd'hui de 3 millions de mètres cubes qui sont coupés, exploités par des gens qui ne sont même pas encore identifiés. Et voilà pourquoi je dis à la vice-prémature de reprendre cette compétence au gouverneur, parce que c'est là qu'il y a un problème. Vous avez d'un côté l'exploitation artisanale qui se fait de manière complètement anarchique, c'est environ 3 millions de mètres cubes. Vous avez l'exploitation industrielle, où c'est très contraignant sur le plan légal, mais ce n'est que 200 000 mètres cubes. Mais la priorité doit être où? C'est l'exploitation artisanale qu'il faut gérer, parce que c'est 3 millions de mètres cubes. Et je trouve qu'aujourd'hui, qu'on n'arrive même pas à les identifier, c'est une faute de gestion grave par rapport à l'État, parce que c'est aussi l'une des causes de la déforestation. Non, ça, tu as parfaitement raison. Mais une fois, j'ai rencontré les conseillers de la VPM et j'ai posé cette question, pourquoi ça bloque? La réponse était simple, c'est parce qu'on veut remettre de l'ordre. Partagez-vous le même point de vue que lui? Bon. Pour remettre de l'ordre, l'ordre, qu'est-ce que c'est? L'ordre, ça signifie qu'il faut s'assurer que la personne qui veut exploiter, dans le secteur industriel par exemple, la personne qui veut exploiter a son contrat de concession forestière légalement obtenu, a son plan d'aménagement validé par l'administration et approuvé par le gouverneur, a son plan de gestion validé par l'administration et a aussi ses clauses sociales de cahier des charges et paye sa redevance de superficie. C'est ça, remettre de l'ordre. Si la personne a rempli tous ces critères, la personne a droit à son permis. Mais là, ce que l'on constate, c'est que personne n'obtient le permis. Alors, mais dans ce cas-là, il faut dire à l'exploitant que voilà, vous n'arrivez pas à obtenir votre permis parce que vous n'avez pas payé votre redevance de superficie ou que votre contrat n'est pas conforme à la loi. Mais si vous ne dites rien... Selon toi, est-ce qu'il y a ces dialogues-là qui devraient exister entre les ministères et les exploitants? Voilà pourquoi, dans l'analyse que j'avais faite, j'avais dit que de manière urgente, il faudrait qu'il y ait une rencontre entre la vice-prémature de l'environnement et les exploitants industriels pour savoir identifier où se trouve le problème. Si je suis exploitant et que selon moi j'ai rempli tous les critères, on doit me donner mon permis. Et si on ne veut pas me donner mon permis, on doit me dire sur quelle base on ne me donne pas mon permis afin que je puisse m'amender. C'est ça, remettre de l'ordre. Mais remettre de l'ordre en disant on va remettre de l'ordre, mais on ne dit rien aux exploitants, on fait juste une omission, on ne donne pas le permis. Ce n'est pas ça remettre de l'ordre parce que dans ce cas-là, vous donnez une perception d'anarchie. C'est là qu'on parle de détérioration du climat des affaires. Parce que quand vous dites à un exploitant, voilà pourquoi vous ne pouvez pas exploiter, ce n'est pas une détérioration du climat des affaires. Parce que vous donnez les critères qui vous ont permis d'avoir telle décision. Mais si vous ne le donnez pas, l'exploitant ne sait pas, personne ne sait.
Et comment on va juger la RDC? On va dire que la RDC, c'est un pays anarchique, où on vous interdit d'exploiter, mais sans vous dire pourquoi. Donc à la fois, on travaille pour améliorer les climats des affaires et en même temps, on travaille pour bloquer les permis de coupe de ceux qui travaillent déjà dans les domaines. Finalement, c'est une confusion. Hein. Oui, justement, c'est contradictoire. Et ça n'aide pas en fait à l'image de la RDC parce que moi, j'essaie de comparer avec les autres pays de la sous-région. Le Cameroun aujourd'hui, c'est 6 millions d'hectares. Nous, on a concédé 10 millions d'hectares aux exploitants industriels. Le Cameroun a concédé 6 millions d'hectares. Mais le Cameroun, sa production est entre 1 million de mètres cubes et 800 000 mètres cubes. Nous sommes l'année passée à 160 000 mètres cubes. C'est environ 10% de ce Moins que de fait 10% d'ailleurs. Donc on ne peut même pas comparer à la production du Cameroun. Et ce n'est pas normal qu'on puisse pas être concurrentiel par rapport au Cameroun. Donc quand il y a cette omission de l'octroi des permis de coupe, ça pose problème même sur le plan international parce que les acheteurs vont dire la RDC c'est un pays instable. Je peux signer une lettre de crédit avec un exploitant aujourd'hui en RDC et on peut décider du jour au lendemain qu'il n'a pas de permis. Et surtout, c'est l'incertitude. On ne sait pas pourquoi. Et c'est ça, vous savez, c'est que les hommes d'affaires détestent, c'est l'incertitude, ne pas savoir où ça bloque. Quand on est une entreprise, on n'a pas son permis, on ne sait pas où ça bloque, on ne peut même pas agir parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui manque dans le dossier pour qu'on ne me donne pas le permis. Et surtout qu'ils ont payé, ils n'ont pas déposé seulement les dossiers simplement, ils ont payé déjà leur argent. L'État congolais a perçu l'argent. Je ne sais pas si les gens ont payé. J'ai eu à discuter avec certains exploitants qui ont dit qu'ils ont payé leur argent. Ils ont versé l'argent à la banque, ils ont annexé à leur dossier tous les documents nécessaires pour prouver qu'ils ont payé, mais ça bloque. Et à ce niveau-là, il y a un problème sérieux. Hein. Oui, là, il y a un problème sérieux. Si effectivement ils ont payé en plus, normalement, si vous ne donnez pas le permis, il ne faut pas recevoir le paiement. Donc là, c'est un autre préjudice, c'est une autre contradiction. Mais je pense que moi, je conseille vraiment qu'il puisse avoir une rencontre avec les exploitants forestiers industriels et la VPM très rapidement parce que la saison va bientôt se terminer. Il faut qu'on puisse trouver des moyens, non seulement pour essayer d'octroyer les permis de coupe à ceux qui respectent tous les critères qui se trouvent dans l'arrêté sur l'exploitation forestière. Ceux qui ont respecté tous les critères doivent avoir leur permis. Ceux qui ne le respectent pas ne doivent pas avoir leur permis. Donc il faut qu'il y ait un travail minutieux qui soit fait rapidement parce que si on perd la saison, les conséquences seront... Mais pendant ce temps, j'ai reçu la semaine passée un coup de fil d'Elisala où on me dit que l'entreprise chinoise Koki Bafode est en train de couper avec les permis de coupe de 2021 sans être renouvelés. Tu vois que c'est déjà un sérieux problème. Je n'ai pas d'informations sur ce dossier et normalement on ne peut pas couper si votre permis n'est pas renouvelé ou si vous n'avez pas un nouveau permis. Donc c'est une exploitation artisanale. Moi ce que je vous conseillerais c'est justement de contacter le ministère très rapidement et la coordination pour qu'ils puissent prendre action parce que là c'est de l'exploitation illégale. Et je conseille à personne de faire ça. Je conseille plutôt qu'il puisse y avoir une rencontre entre la corporation des exploitants et la vice-prémature. Je pense que des solutions doivent être ouvertes parce que je ne pense pas que la vice-prémature ne veut pas que les clauses sociales ne se réalisent pas. Ils ne veulent pas que le fonds forestier puisse s'effondrer parce qu'il n'y a pas de taxe de reboisement. Je ne pense pas que la vice-première ministre a cette intention-là. Comment dire, que les secteurs s'effondrent et que les communautés locales et même les employés de ces entreprises se retrouvent au chômage. Je pense que ce n'est pas son objectif. Non, mais il y a déjà des entreprises qui ont commencé à renvoyer en congé technique leurs travailleurs. Hein. Oui, je comprendrais parce que écoutez, si vous n'avez pas de permis de permis de coupe, mais vous ne coupez pas, pourquoi vous allez payer des agents? Donc voilà, les conséquences... Mais ça c'est un manque à gagner, non seulement pour la communauté, mais également pour l'entreprise et pour l'État. Donc tout le monde est perdant. Et je pense que la vice-première ministre, ce n'est pas son intention, mais que ça sera les conséquences de son inaction si rien n'est... Mais est-ce que les ministères ou la vice-primature avaient pensé à toutes ces conséquences avant de prendre ces décisions, selon vous? Ce n'est pas une décision qui a été prise. Ce sont des décisions qui ne sont pas prises. C'est une omission. Donc il n'y a pas une décision qui a dit qu'on ne donne pas le permis. La vice-primature n'a pas dit ça. Si. Vous vous souvenez, il y a eu 10 mesures urgentes. Parce que lorsque j'ai parlé avec les conseillers, il a dit que c'est l'exécution de l'une des 10 mesures urgentes
qui avait été prise par la vice-primature. Donc, c'est-à-dire, c'est une mesure, c'est une décision. Dans les 10 mesures urgentes, il n'y a pas une seule mesure qui dit qu'on ne va pas donner les permis de coupe. Non, il y a une mesure qui dit qu'on ne va pas, comment dire, on va prendre un arrêté interministériel pour stopper l'exportation. Ouais. Cet arrêté interministériel n'a pas encore été pris. Donc, il n'y a aucune décision qui a été prise à la fois pour interdire aux gens de couper, ni pour interdire aux gens d'exploiter. L'arrêté n'a pas été pris, donc aucune décision n'a été prise à ce sujet. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a aucune décision qui a été prise à ce sujet. Pour moi, c'est plutôt une omission. Un travail qui doit être fait, qui n'est pas fait. Il n'y a aucun document juridique où la vice-première ministre a dit « je ne donne pas de permis » ou « j'interdis l'exportation de bois en RDC ». Il n'y a pas une décision juridique par rapport à ça. Il y a, oui, les 10 mesures, mais il n'y a pas une décision juridique. Et surtout, on n'a même pas parlé de... Mais je ne partage pas aussi le même point de vue que vous ou que toi lorsque tu parles de l'omission. Ce n'est pas une omission quand même. Parce que la FIB a saisi à plusieurs reprises la vice-primature. Si c'était une omission, elle a été saisie quand même pour dire voilà, il y a cette situation qui perdure, il faut trouver une solution. Mais quand il n'y a pas de solution et qu'on fait, on fait sourde oreille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une... Faire la sourde oreille, c'est justement faire une omission. Refuser, ça signifie répondre par exemple à la FIB et dire qu'on refuse de vous donner les permis. Là, on va dans autre chose. Là, c'est un refus. Mais lorsque vous ne réagissez pas à une plainte, ce n'est pas un refus, c'est une omission du fait de ne pas réagir. Donc c'est là la faute du ministère, c'est cette omission. Mais il n'y a pas de refus express en tant que tel. C'est pour ça que moi je pense qu'il y a encore espoir. Si aujourd'hui les exploitants et la vice-primature se rencontrent et qu'il y a une rencontre entre la société civile, la vice-primature, la FEC et la Fédération des industriels du bois, je pense qu'on peut trouver à la fois une solution de manière individuelle pour chaque entreprise qui a respecté la loi pour avoir son permis très rapidement parce que le temps coule, et aussi prendre des mesures structurelles pour que notre secteur forestier industriel puisse être compétitif. Parce qu'il est inacceptable que dans la sous-région, nous puissions nous octroyer 10 millions de mètres cubes et avoir moins de 200 000 mètres, octroyer 10 millions d'hectares et avoir 200 000 mètres cubes en moins, donc une production de 200 000 mètres cubes, et avoir le Cameroun à côté qui a octroyé 6 millions d'hectares, mais qui est à 800 000, 1 million de mètres cubes. Donc il y a des mesures structurelles qui doivent être prises à ce niveau-là, pour rendre ce secteur où se trouve la faiblesse? Parce que j'ai l'impression qu'on a donné 10 millions d'hectares, mais les exploitants ne parviennent pas. Tu l'as dit peut-être à un moment donné, tu as dit il y a les faits que les exploitants n'aient pas exploité ou bien pris en otage, c'est ma manière de dire ça, pris en otage sans exploiter les étendues, ça peut être une cause. Mais est-ce qu'à ce niveau-là, le ministère de l'Environnement n'a pas de responsabilité? Bon, sa responsabilité, c'est de faire respecter la loi. La loi dit que quand vous avez un contrat, vous avez 18 mois pour exploiter. La loi dit que vous ne pouvez pas faire 2 ans sans exploiter à moins d'une force majeure. C'est au ministère de faire le contrôle pour savoir pourquoi telle personne n'a pas exploité depuis 3 ans, depuis 4 ans, et de trouver des mesures pour pouvoir soit aider cet exploitant, soit forcer cet exploitant à céder sa concession à celui qui voudra bien exploiter. Okay. Donc oui, il y a il y a un déficit peut-être sur le contrôle. Voilà pourquoi même dans mon article, je parlais qu'il faut qu'il y ait un travail sur l'immobilisation des concessions forestières pour savoir pourquoi il y a des concessionnaires qui n'exploitent pas. Peut-être qu'ils ont des vraies raisons, mais il faut que ces raisons soient identifiées et que des mesures soient prises. Parce que, je le dis encore, on ne peut pas avoir 10 millions d'hectares concédés et avoir une production de moins de 200 000 m3. C'est inacceptable dans la sous-région. Alors, Alain Ikala, selon tes analyses, tu penses que cette mesure de ne pas délivrer les permis, ça a été peut-être prise pour aider les pays à ne pas déforester ces étendues? D'abord, les causes de la déforestation, c'est quoi? C'est l'agriculture sur brûlis. Donc ce n'est pas l'exploitation industrielle. Les exploitants industriels ne font pas l'agriculture sur brûlis. L'autre cause, c'est la carbonisation, donc les Makala. À ce que je sache, les exploitants forestiers industriels ne font pas les Makala. Donc le charbon de bois, ça c'est 80% de la déforestation. Et quand on parle d'exploitation forestière industrielle, vos téléspectateurs doivent comprendre que quand on vous donne, je ne sais pas, 250 000 hectares, vous ne coupez pas sur les 250 000 hectares. Il y a des zones de développement rural pour les communautés, il y a des zones de conservation,
il y a des zones de production et il y a des zones de protection. Après, il y a la zone de production, vous devez couper. Donc, c'est une partie de la concession. Et dans cette partie de la concession, vous ne pouvez même pas couper partout et au même moment. Ok. Vous devez couper dans une assiette annuelle de coupe qui correspond au 1/25e de l'espace. Et dans cette assiette annuelle de coupe, vous ne pouvez pas raser la forêt. Vous coupez des essences. Le bois d'œuvre, c'est des essences précieuses. Donc, vous recevez, par exemple, en tant qu'exploitant, une commande d'Afromosia ou de d'Ibetou et vous coupez une. Donc, vous coupez la souche qui vous intéresse. Ouais. Donc, si sur 1 hectare, il y a 2 tiges d'Afromosia ou de Wenge ou je ne sais pas quoi, ben vous coupez que ces 2 tiges-là parce que c'est là votre commande. Vous ne coupez pas tout, hein, vous coupez par rapport à la commande. Donc, on ne peut pas dire que ce type d'exploitation forestière est la cause principale de la déforestation. Et surtout que la RDC, c'est 156 millions d'hectares de forêt et que l'exploitation forestière industrielle, on a concédé que 10 millions d'hectares. Ouais. Donc dire que c'est sur les 10 millions d'hectares se trouve une grosse part de la déforestation, c'est faire une mauvaise analyse, à mon avis. Donc si c'est ça la raison pour ne pas donner les permis de coupe, on fait une mauvaise analyse parce que si on veut vraiment lutter contre la déforestation, il faut donner aux populations locales des alternatives au charbon de bois. Kinshasa consomme 18 millions de mètres cubes de charbon de bois chaque année. L'agriculture sur brûlis, c'est encore pire. On rase des forêts pour faire l'agriculture sur brûlis. Et c'est là, on revient sur la COP. Il faut avoir un plan national de lutte contre la déforestation afin de permettre à cette population d'avoir des alternatives au charbon de bois. Il faut qu'on utilise plus de GPL, il faut qu'on utilise plus de foyers améliorés. Et il faut que les gens puissent avoir accès à l'électricité. C'est les gaz, hein, donc, oui, voilà. Il faut que les populations puissent avoir accès à l'électricité. Donc il faut un plan, il faut créer des micro-barrages pour que ces populations puissent avoir des alternatives au charbon de bois. C'est là qu'il faut lutter. Ce n'est pas en interdisant à un exploitant qui coupe quelques souches sur 1 hectare pour dire qu'on veut lutter contre la déforestation. Mais déjà que les secteurs forestiers de la RDC ne contribuent qu'à moins d'1% au budget national, vous l'avez dit d'ailleurs aussi dans votre article. Alors Alain Ikala Ngumba, toute cette situation n'aura-t-elle pas un impact sur les budgets de la RDC? Non, ça n'aura pas d'impact parce que le secteur forestier contribue très peu au budget de l'État. Et c'est notamment dû à 2 faits. Parce que nous avons concédé 10 millions d'hectares et que nos exploitants ne produisent pas assez. Il faut savoir pourquoi. Voilà pourquoi je parle de réforme structurelle. Il faut vraiment qu'il y ait une discussion franche entre le ministère et les exploitants. Et il y a aussi le secteur artisanal, c'est environ 4 millions de mètres cubes. Et un secteur qui n'est pas géré, ça se fait de manière anarchique. Je suis allé dans des provinces où j'ai rencontré des exploitants artisanaux qui me disent on a payé notre permis de coupe artisanal, mais le gouverneur ne donne pas ses permis. Et je leur pose la question, mais vous coupez où? Ils disent on coupe où on veut. Je dis mais vous coupez quelle quantité? La quantité qu'on veut. Ils disent mais c'est normal puisqu'on ne donne pas de permis. On fait ce qu'on veut. Donc ça se fait. Apparemment il y a une volonté, ils ont la volonté quand même de se conformer, mais c'est l'État qui n'offre pas l'opportunité. Oui, voilà pourquoi je dis, en tout cas moi je conseille à la vice-prémature de reprendre cette compétence aux gouverneurs de province. Ils vont toujours garder l'argent, hein, les provinces, l'argent du permis de coupe artisanale, mais l'octroi du permis, ça doit se faire chez le coordonnateur de l'environnement pour que la vice-prémature ici et le secrétaire général puissent au moins avoir un regard sur ce secteur de l'exploitation. Mais à ce niveau, quand même, ils avaient un regard parce que même si les gouverneurs octroyer les permis, ils devraient faire suivre la liste vers le ministère. Oui, mais ils n'octroient pas. Donc il n'y a même pas de liste envoyée puisqu'ils n'octroient pas. En tout cas, à l'Est, je suis allé, on n'octroie pas des permis de coupe artisanale, donc c'est un problème. Et pour ceux qui octroient, ils n'envoient même pas la liste au secrétariat général. Ouais. Donc il n'y a pas de contrôle dans ce secteur. Pourtant, c'est 4 millions de mètres cubes. Donc c'est une manne financière. C'est énorme hein, quand même. Hein. Oui, une manne financière que manque l'État. Donc je pense, voilà pourquoi dans mon article, je conseille que la vice-prémature reprenne cette compétence au gouverneur, le donne au coordonnateur de province pour qu'il puisse maintenant avoir un contrôle sur ce secteur crucial pour l'économie. Donc il n'y aura aucun impact sur les recettes de l'État, mais aujourd'hui, en fait, c'est une manne financière que l'on manque, vraiment. On pourrait faire beaucoup plus. En conclusion, si je dois vous paraphraser, ou si vous devez vous paraphraser, qu'est-ce qui doit être fait pour qu'il y ait la paix des deux côtés?
la première des choses, il faut absolument qu'il y ait une rencontre entre la vice-primature, la Fédération des industriels du bois, l'AFEC et la société civile pour mettre en place en fait une feuille de route de mesures structurelles qui permettent de mieux revaloriser le secteur forestier industriel. Il faut qu'il puisse avoir un travail. Et même avec les artisans, il faut que cette rencontre puisse être faite. Ça, c'est de manière à long terme. Il faut que ce travail puisse être fait. À court terme, il faut que pour chaque demande de permis, on puisse dire aux exploitants qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui dans leur dossier n'est pas bon, qui ne permet qu'on ne leur donne pas de permis. S'il n'y a rien qui bloque dans les dossiers individuels de demande de permis, qu'on puisse les octroyer très rapidement. Ça doit être fait de manière urgente parce que la saison s'arrête au mois de mai. Au-delà, même si vous donnez le permis, il ne peut rien faire avec. Donc il faut que ça se fasse de manière urgente. Et aussi, il faut que pour le secteur forestier artisanal, il faut qu'il y ait un travail qui puisse être fait. La première des choses, pour moi, c'est retirer au gouverneur l'octroi des permis de coupe artisanale et le donner au coordonnateur de province pour qu'on puisse avoir enfin un contrôle sur ce sujet. Donc c'est là pour moi les deux choses qui doivent être faites. Donc de manière urgente faire ça et de manière à long terme, travailler avec les exploitants, les rencontrer pour maintenant identifier quelles sont les mesures structurelles que l'on doit prendre dans le secteur forestier industriel pour permettre une augmentation de la production. On ne puisse pas avoir 10 millions d'hectares octroyés et moins de 200 000 mètres cubes de production. Donc il faut des mesures structurelles. Ça doit être fait à long terme. Alors, si aujourd'hui Bazaïba campe sur sa position, est-ce que les industriels du bois ont une issue, une autre alternative? La seule alternative, quand vous constatez que l'une des parties ne respecte pas sa part du contrat, c'est la justice. Ce sont des poursuites judiciaires. Et ça serait dommage parce que le but de l'exploitation forestière industrielle, ce n'est pas ça. Le but de l'exploitation forestière industrielle, c'est que les gens exploitent de manière durable. Le but, ce n'est pas de retrouver le ministère de l'Environnement dans un procès. Le but, c'est d'avoir le ministère de l'Environnement qui permet aux exploitants d'avoir leur plan d'aménagement, leur plan de gestion, leur cahier des charges, respecter les diamètres de coupe, respecter le permis de coupe. C'est vraiment là qu'il faut mettre l'accent. Ça serait dommage aujourd'hui qu'on rentre dans un cycle de poursuites judiciaires entre l'État et les exploitants. Parce que derrière chaque exploitant, moi, ce que je vois, ce sont des cahiers des charges qui ne sont pas respectés. Donc les communautés, je vois des employés qui ne seront pas payés. Et ça serait dommage. Et surtout que les exploitants sont plus du côté ouest de la RDC, donc le côté le plus pauvre. Les provinces de l'Équateur, du Bamou sont les plus pauvres. Et c'est là où il y a les exploitations. Donc on ne peut pas se permettre aujourd'hui, vous imaginez à la Tchouapa, chez moi par exemple, se permettre de perdre 30 emplois dans une province extrêmement pauvre. On ne peut pas se permettre de perdre même un emploi. Donc pour moi, l'accent doit être mis, il faut penser à ces gens-là, l'accent doit être mis sur un arrangement, comment dire, pas illégal, mais vraiment respecter la loi et que les gens continuent à exploiter parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre ne serait-ce qu'un emploi dans des contrées aussi pauvres où il y a vraiment une misère sociale grave. Tu penses qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée? Non, je pense que tu as posé toutes les questions et même les questions gênantes. Ça alors, comment ça, des questions gênantes? Bon, de toutes les manières, vous avez été à la hauteur de ces questions, donc ce qui est déjà très bien. Alain, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci Alfred de m'avoir reçu dans cet environnement plein d'air frais. Voilà, donc nous nous fixons rendez-vous pour les prochaines éditions avec des analyses pointues et pertinentes. Et j'espère que tu seras toujours disponible pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. C'est ma passion. Je vous dis déjà merci pour avoir suivi cette émission et je vous fixe rendez-vous prochainement avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ça a été très direct et pragmatique. Et je pense que dans la situation urgente dans laquelle on se trouve dans le secteur forestier industriel, il faut quand même qu'il y ait ce genre de débat pour essayer de faire avancer la situation et ne pas rester dans cette situation de blocage.